Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie, et aujourd'hui c'est avec le plus grand plaisir que je vais vous présenter Ambre, le jeu de rôle sans dés, avec la magnifique couverture de Florence Magnin. Florence Magnin que vraiment on ne remerciera jamais assez pour nous avoir gratifié de superbes illustrations qui encore aujourd'hui permettent à ce jeu d'être aussi apprécié et connu grâce, on va dire, à son travail sur l'univers graphique d'Ambre, justement. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette chronique. Ambre, moi je l'ai connu en 94 quand le jeu est sorti. Et il a tout de suite, on va dire, polarisé notre communauté. Euh, il y avait vraiment des discussions quelque peu euh, tendues sur ce jeu. Il y avait vraiment ceux qui l'adoraient et ceux qui le détestaient cordialement. Car au-delà de son univers qui a l'air d'être un univers médiéval fantastique, mais en fait, on sait bien que finalement, Ambre, ce n'est pas ça, ou du moins ce n'est pas que ça. Certes, Ambre, c'est une cité médiévale, telle qu'on pourrait, on va dire, le, tel qu'on avait l'habitude en tout cas de le voir dans la plupart de nos univers de jeux de rôle, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi les ombres, c'est aussi les cours du chaos, c'est toute cette mythologie, voilà, et également c'est la possibilité à travers ce jeu de jouer sûrement les personnages les plus puissants qui n'aient jamais été donné de jouer dans un jeu de rôle, c'est-à-dire un Ambrien, un descendant d'Oberon, un prince d'Ambre, donc un individu qui est, si je puis dire, de la troisième génération. Et à partir de là, on se dit bah, c'est bien, on joue un personnage extrêmement puissant, c'est super, on va vraiment bien s'amuser, ça va nous changer un petit peu de Donjons et Dragons où quand on avait joué pendant des années, on avait le droit enfin de jouer un personnage puissant. Mais bon, là, c'est vraiment la possibilité de jouer un dieu. Hein. Même les dieux, on va dire, sont moins puissants, on va dire, qu'un Ambrien quand on y réfléchit. Même si, bon, dans les faits, voilà, ils ont quand même, ils ont certes des capacités divines, mais ce ne sont pas des dieux, c'est autre chose justement, et c'est là que la mythologie d'Ambre est si originale et si particulière, c'est que justement, voilà, ça, ils ont la puissance de dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Quoique, certains, on va dire, ouvrir le débat à ce sujet. Et surtout, ce qui a fait vraiment polémique, c'est son système de jeu. Comme je vous ai dit, Ambre sous-titré le jeu de rôle sans dés. Et oui, car Ambre n'utilise aucun hasard dans son système de jeu. Alors depuis, évidemment, il y a plein d'autres jeux de rôle qui ont proposé des systèmes de jeu sans hasard, sans, on va dire, utiliser des outils qui permettent de simuler l'aléatoire. Mais là, franchement, c'était le premier, en tout cas de manière professionnelle, à proposer un système sans aucun hasard. Et ça a fait vraiment l'effet d'une bombe. Car, ben voilà, certains, j'en connais encore aujourd'hui, qui disent ah là là, on lance pas de dés, c'est complètement nul. Voilà, donc oui, en effet, lancer des dés, ça fait partie de notre culture, ça fait partie, on va dire, de nos habitudes, d'avoir l'impression, en lançant des dés, d'avoir le pouvoir, on va dire, sur ce qui va advenir, sur l'issue, on va dire, de notre action, sur l'avenir de notre personnage. Faussement, évidemment, parce que ça reste un jet de dés, donc ça reste voilà, des probabilités, on peut les calculer. Souvent, voilà, je remets les choses à leur place quand je joue avec certains de mes joueurs pour leur dire oui mais voilà techniquement tu peux faire ce que tu veux, lancer le dé comment dire en fermant les yeux, en faisant tous les rituels que tu veux, ça reste un jet de dé, c'est un procédé, un tirage aléatoire et c'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà, sinon on n'accepte pas le hasard et dans ce cas-là, eh ben, on cherche comment dire une autre solution pour se raconter des histoires. Là, franchement, ça avait vraiment clivé énormément. Il y avait vraiment ceux qui étaient totalement amoureux, comment dire, de systèmes, ceux dont je suis. Et pourtant, j'adore des systèmes très complexes avec justement des dés. Je reparlerai sûrement dans un prochain avenir sur la chaîne de Rollmaster, par exemple, qui est vraiment l'antithèse complète d'Ambre et que j'adore aussi pourtant, même si bon, je préfère Ambre très largement pour plein d'autres choses, pour plein d'autres aspects. Bah, le système de jeu en est un, mais c'est pas par le fait qu'il soit sans hasard. Je m'expliquerai un peu plus tard.
Et donc, il y avait ceux qui étaient vraiment pro Ambre et ceux qui étaient anti Ambre et qui disaient oh non c'est n'importe quoi ce jeu en plus voilà il avait figure un petit peu de jeu d'un télo à l'époque ça faisait mauvais genre voilà parce que justement il était scandé donc c'était surtout basé on va dire sur la narration sur l'échange entre les joueurs etc et donc voilà vraiment il a mis il a opposé, comment dire, pendant assez longtemps, et je pense même encore aujourd'hui, bon, même si Ambre n'est plus très joué, hein, faut quand même le reconnaître, surtout que voilà, il est complètement épuisé et il n'est pas prêt de ressortir de sitôt, même si, bon, je vais vous dire qu'il y a possibilité de peut-être un petit peu de gruger sur ce point. Et donc de jouer à Ambre d'une autre manière, ou du moins en essayant de trouver une alternative sans pour autant acheter un bouquin qui vaut très très cher. Si vous arrivez à le trouver à moins de 100 euros, foncez. Surtout en bon état, par contre, voilà, il tourne plutôt aux alentours de 200 euros, 150-200 euros pour chaque livre, ce qui est quand même effarant. Mais c'est comme ça, c'est la spéculation, on n'y peut rien. Et donc, Ambre, voilà, moi c'est un jeu que j'ai eu énormément de plaisir à maîtriser. J'ai commencé à le maîtriser, c'était au tout début des années 2000, à peu près au même moment justement où je faisais ma campagne de Dune. C'est pas pour rien, hein, c'est vraiment, voilà, là je me suis... Au début des années 2000, je me suis mis avec un groupe de joueurs qui était vraiment très axé, on va dire, sur ces jeux où l'ambiance primait beaucoup plus que le système de jeu, et où on avait la possibilité de jouer pendant plusieurs jours de suite, pendant des périodes de vacances, vraiment faire ce qu'on appelait, nous, voilà, des séjours non-stop, ou c'était carrément des semaines non-stop, d'ailleurs, qui ont eu lieu pendant des années jusqu'à il y a encore récemment. Et où donc on jouait au jeu de rôle voilà, non-stop, c'est le cas de le dire. Bon, on dormait quand même et on mangeait, hein, rassurez-vous. Mais on avait l'habitude voilà, de se prendre un jeu et on y jouait, on va dire, alors je disais une semaine, mais non, on y jouait 4 jours, 5 jours. Et ça nous permettait évidemment de dérouler une campagne. Et Ambre faisait partie justement de ces jeux-là qui nous sont chers encore aujourd'hui parce que ils nous ont offert des moments de jeu exceptionnels. Alors, Ambre, qu'est-ce que c'est? Ambre, au départ, c'est une série de science-fiction écrite donc par Roger Zelazny. Donc le premier cycle, le voici, c'est ce qu'on appelle le cycle des Princes d'Ambre. Là, c'est donc la première partie, c'est ce qu'on appelle le cycle de Corwin, qui raconte donc l'histoire, comme son nom l'indique, de Corwin, un prince d'Ambre qui veut revendiquer voilà, qui a des revendications sur le trône d'Ambre, qui se juge légitime pour être roi d'Ambre, et qui en fait de fil en aiguille va raconter son histoire à la première personne, d'où l'intérêt parce que on sait très bien que Corwin voilà, il nous ment un petit peu hein, quand même, hein, il enrobe un petit peu le bonbon, voire même voilà, voilà, il fait de la propagande politique hein. Voilà, on peut comparer cela un petit peu à la guerre des Gaules de César, c'est un peu ça, c'est un programme politique pour devenir on va dire le maître du monde d'une certaine manière, et c'est réellement ça. Et dans sa lutte politique pour essayer de gagner le trône d'Ambre, il va évidemment lui arriver des bricoles, parce que ses frères sont aussi retors et aussi dangereux que lui. Évidemment, ce sont des Ambriens, ce sont des êtres divins. Et de fil en aiguille, il va renoncer, comment dire, faussement en fait, il faut quand même le reconnaître, au trône pour sauver Ambre qui est menacée justement par les cours du chaos, et donc se mettre de plein pied dans cette guerre contre les cours du chaos, ce qu'on appelle donc la guerre de la Marelle, ou la guerre des routes noires. Voilà. Et donc, évidemment, ce combat est un faux combat lui-même aussi, c'est une sorte de diversion qui cache en fait le plan ourdi. Bon, là, je spoil un petit peu, hein, vous m'excuserez si vous ne les avez pas lus. Les plans d'un de ses frères encore plus, on va dire, ambitieux, encore plus fou, Brand, qui lui veut carrément recréer le monde à son image en réécrivant, on va dire, ce qui fait, on va dire, que le monde existe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la marelle, l'empreinte de la marelle qui crée en fait le point, on va dire, central qui symbolise l'ordre, c'est-à-dire Ambre. Là où il y avait le chaos, donc justement, l'aïeul des Ambriens est un chaosien, donc Dworkin, voilà, qui lui, selon la légende, a volé l'un des yeux du serpent du chaos, a gravé
le symbole donc de la marelle, le symbole de la réalité, pour ainsi dire, dans ce joyau en 3 dimensions, et qui a utilisé ce pouvoir pour graver sur le sol une marelle, la marelle primordiale, donc c'est-à-dire un symbole très complexe avec des circonvolutions qu'on peut imaginer un petit peu comme un labyrinthe, comme voilà, un chemin de Jérusalem dans une cathédrale, dans nos magnifiques cathédrales françaises. On peut l'imaginer comme ça, hein, c'est juste pour une vue de l'esprit. Et donc, ce symbole est un symbole de grand pouvoir et crée en fait le seul point réel de tout l'univers, tout ce qui est dans le chaos étant mouvant, en perpétuelle mutation, etc. Et à partir de ce point central, un peu comme si on avait jeté un caillou dans une mare, ça va créer en fait des ondes. Et ces ondes, en fait, ce seront les ombres, c'est-à-dire des reflets d'ambre plus ou moins divergents qui iront jusqu'au cours du chaos. Et c'est ça qui créera en fait une infinité de mondes. Alors la question est toujours, est-ce que tous les mondes auxquels les embryens pensent existent, ou est-ce qu'ils se créent au moment où ils essayent de se rendre en ombre, puisque c'est leur pouvoir, le pouvoir de leur sang, le pouvoir de la marelle, c'est de justement pouvoir se rendre dans n'importe quelle ombre de désir, et donc en fait de se forger son propre univers. Voilà. Sachant que évidemment notre ombre, la Terre, donc n'est qu'une ombre, n'est qu'un reflet très déformé d'ambre, et voilà. Mais elle a un statut particulier, car une fois qu'un embryen en fait est dans une ombre, il lui donne plus de réalité par sa seule présence. Voilà. Donc ça, c'est pour les bases de l'univers, pour que vous puissiez comprendre de quoi il en retourne. Le deuxième cycle, c'est donc le cycle de Merlin, qui lui, en 5 tomes, raconte l'histoire du fils de Corwin et comment lui, il va arriver jusqu'au trône, à devenir en fait le roi des cours du chaos. Voilà. Il y avait des choses qui étaient prévues après cela, mais Roger Zelazny nous a quittés malheureusement dans les années 90 et n'a pas pu, on va dire, continuer l'aventure, si je puis dire, même si je pense que c'était prévu. Il y a de nombreuses petites nouvelles qui existent aussi, très intéressantes, qui sont très enrichissantes si vous avez envie de maîtriser Ambre, qui pour la plupart ont été traduites par des fans, hein, parce qu'il n'y a rien de vraiment très officiel là-dessus, mais c'est trouvable. Et en dehors de cela, il y a eu des outils qui sont parus qui vous seront très utiles justement pour enrichir votre jeu. Voilà, là où il y a plein d'encyclopédies en fait sur des univers. Là, c'est donc le Complete Humber Sourcebook qui vous présente, on va dire, par le menu, donc on va dire, voilà, par ordre alphabétique, tous les personnages et toutes voilà, les objets, les lieux importants qui sont mentionnés justement dans l'œuvre de Zelazny. Et c'est un bon sourcebook, hein, si vous lisez l'anglais, il est vraiment très intéressant, il n'a jamais été traduit. Hein. Donc cette version-là que je vous montre, elle date... ça nous vient des États-Unis et elle date de 96. C'est la première impression, première édition, première impression. Il y a également une petite chose, ouais, c'est anecdotique, mais moi je sais que je l'ai utilisé dans ma campagne, c'est plutôt sympa. C'est le Roger Zelazny's Visual Guide to Castle Humber. Donc là, c'est purement et simplement la description du château d'Ambre. Donc là, le livre date de 88. Voilà, pareil, ça nous vient des États-Unis. Et donc avec des illustrations, bon alors certaines illustrations sont un peu datées, on va dire, mais vous avez la possibilité à l'intérieur d'avoir un plan complet en fait du château d'Ambre, ce qui est plutôt intéressant, avec évidemment, par exemple, vous voyez les appartements royaux, enfin princiers de tous les grands personnages, de tous les princes d'Ambre, en plus justement de vous proposer, voilà, et il y a une description également un petit peu de la ville d'Ambre justement. Voilà, vous avez une carte de la ville d'Ambre. Alors c'est assez facile d'en trouver d'autres sur le net. Voilà, de trouver également des arbres généalogiques, etc. Il y a également la description des personnages. Bon, alors les illustrations là sont vraiment pas terribles. Donc là vous voyez, ça c'est pour Brand par exemple. Qui est-ce que je pourrais vous montrer d'autres voilà, pour Fiona par exemple. Moi je les trouve pas terribles les illustrations. Mais bon, ça a le mérite d'exister et ça vous permet, on va dire,
d'avoir des outils pour maîtriser le jeu. Tout est bon à prendre, je pense, à ce niveau. Voilà. Donc maintenant, eh ben, le jeu en lui-même. Eh ben, le jeu, voilà. Au départ, c'est donc cette version américaine de 91. Alors certains disent, ouais, la couve elle est moche, moi je l'aime vraiment beaucoup, quoi. Euh, les illustrations intérieures par contre et la mise en page, c'est vraiment, voilà, c'est d'une simplicité, et les illustrations sont pas fameuses. Mais voilà, sous cet habillage qui ne lui rend pas hommage, vous avez pourtant un jeu vraiment magnifique qui vous propose vraiment une aventure à la hauteur, on va dire, de ses ambitions. Voilà, vous voyez la feuille de personnage. Alors il y a possibilité évidemment de trouver des feuilles de personnage beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus élaborées, beaucoup plus jolies évidemment. Et c'est facile, hein, franchement, vu que là c'était vraiment très sommaire. On voit que voilà, c'était un travail fait par des passionnés. Voilà, ça par exemple c'est l'illustration d'Oberon. L'illustration des personnages sont pas terribles, hein, franchement, comme je vous disais, c'est pas. Mais bon, ça a le mérite d'avoir lancé la chose. Si ce jeu n'avait pas existé, ben voilà, il aurait fallu l'inventer, si je puis dire. Et heureusement, quelqu'un l'a fait. Donc oui, d'ailleurs donc l'univers est de Roger Zelazny. Les systèmes de jeu donc est de Eric Vucek, qui était assez connu parce qu'il avait fait avant un jeu de rôle, on va dire, que j'ai d'ailleurs aussi, qui est le jeu de rôle des Tortues Ninja. Alors faut pas rigoler, voilà, là le jeu était tiré des comics, hein, pas des, on va dire des dessins animés, et a eu son petit succès, quoi. Franchement, voilà, parce qu'il faut pas croire, mais le comics des Tortues Ninja, c'est vraiment pas le dessin animé qu'on a vu quand on était gosse, hein. Mais alors pas du tout, hein. Et c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sanglant, beaucoup plus voilà, percutant, quoi. Voilà. Et donc il était connu pour ça au départ, et il a fait, je pense, être le meilleur système de jeu, le meilleur système de résolution de jeu de rôle de tous les temps, que je vais m'employer à vous décrire dans un instant. Le supplément, le seul et unique supplément qui est paru, Shadow Knight. Le voici. Donc pareil, l'illustration de couve est pas terrible. Donc là où dans on va dire le livre de base, on avait la description, on va dire des princes d'ambre. C'est un peu plus, on va dire, sur le premier cycle, si je puis dire, donc le cycle de Corwin. Le deuxième, Shadow Knight, s'intéresse un peu plus au cours du chaos et tous les grands PNJ, on va dire, du cycle de Merlin, avec également voilà, des règles supplémentaires et les descriptions évidemment de lieux spécifiques à la campagne de Merlin, et à la fin un résumé bien vu des livres de Zelazny, des deux cycles, même si ça vous s'empêche pas, on va dire, de lire les bouquins ou de les écouter en audio-livre, hein, parce qu'ils existent aussi, je crois, en audio-livre. La gamme française, c'est celle qui nous intéresse le plus. Alors, dans la gamme française, donc on a eu le livre de base. Alors ils ont refait toutes les illustrations à l'intérieur. Autant là, la couverture, franchement, voilà, elle claque, quoi. Voilà. Moi, vous la voyez pas, mais je l'ai en poster. J'ai eu la chance de choper le poster à l'époque de la couverture, et il trône très fièrement dans la salle de jeu, puisque la grande bibliothèque c'est aussi une salle de jeu. Et par contre, les illustrations intérieures et même, on va dire, la mise en page avec ce fond euh, ambiance parchemin mais en noir et blanc, c'est vraiment très moche. Je suis désolé de le dire. Voilà. Par contre, la feuille de personnage est un peu plus classe. Voilà, c'est une impression quand même de vieux livre, hein, vous voyez, de vieux grimoire qui est donné sur la couverture. Ça, par contre, c'était franchement bien fait. Et je ne comprends pas pourquoi ils se sont ratés à ce point au niveau des illustrations intérieures qui sont vraiment c'est voilà, c'est déplorable. Heureusement, nous avons pour la description des personnages, voilà, les illustrations de Florence Magnin pour figurer les personnages. Alors, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, Blaze, Brand, qui sont elles par contre, pardon pour le micro, magnifiques. Voilà, Fiona, la plus grande sorcière de l'univers. Et ça, franchement, c'est un gage de qualité. Euh,
le supplément Chevalier d'Ombre, toujours on va dire par Florence Magnin, qui lui donc ce supplément est paru, si mes souvenirs sont bons, c'était en 95, je vérifie, alors non 93 pour le on va dire pour la version on va dire américaine, et donc oui bien 95 pour cette version-ci, avec à l'intérieur des illustrations magnifiques de Roland Barthélémy pour la plupart des personnages, et ça franchement c'est génial. Je vais vous en montrer quelques-unes qui sont vraiment très 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 réussies. Là franchement, qu'on ait Barthélémy sur ce projet, voilà quoi, par exemple l'illustration de Corwin avec justement une figuration de la Marelle. Donc vous voyez, il a repris d'ailleurs, comme je le disais, un fameux chemin de Jérusalem, c'est-à-dire le labyrinthe qu'on a au niveau de, on va dire, du transept de la cathédrale de Chartres, celui qui a subsisté, parce qu'il y en a plein qui ont été malheureusement détruits, et il en subsiste peu, et pourtant voilà quoi, c'est devenu le symbole un petit peu des monuments de France, quand même, c'est pas rien. Vraiment des illustrations superbes dans le style de Barthélemy. Donc là vous voyez, voilà, par exemple Flora, je trouve que l'illustration de Flora, Florimel, hein, on l'appelle aussi Flora, ou la description, ah mince, il faut que j'y arrive, voilà, Oberon qui est parti en vacances, qui se boit un petit cocktail, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, c'est vraiment, là, on avait une vraie valeur ajoutée, donc là vraiment il ne s'était pas planté pour le supplément Chevalier d'Ombre, en prenant Roland Barthélémy. Et enfin, dans la gamme, il y avait ça. Sûrement l'un des suppléments de jeu de rôle en français, entre guillemets, le plus cher qui existe sur le marché. Alors moi, j'en ai acheté plusieurs parce que la boîte est extrêmement fragile. Alors là, franchement, pourtant j'y ai fait attention, mais elle s'est dégradée. Et même celle-là, alors qu'on y fait attention, elle se dégrade petit à petit, même en y faisant très attention. Désolé pour le bruit, ça grince un peu. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a donc le fameux tarot, donc avec les illustrations de Florence Magnin. Donc tarot qui est censé illustrer évidemment l'un des pouvoirs du jeu. Donc vous avez évidemment les arcanes majeures. Donc là par exemple l'empereur. Donc vous avez toutes les arcanes majeures. Voilà, il y a vraiment des illustrations magnifiques. Genre le soleil. Et vous avez également donc, c'est comme un jeu de tarot classique, vous avez également donc les différentes arcanes mineures, et également donc tous les personnages du jeu qui sont illustrés. Donc là par exemple vous avez justement, alors je vous le montre bien, Oberon. La caméra veut bien faire le point, merci, c'est gentil. Vous avez également donc mon préféré, Bénédicte, le défenseur d'Ambre, le meilleur guerrier de l'univers. Et voilà, Dworkin, le patriarche, celui qui a créé Ambre, qui est là et sous son bon jour. Normalement, il est beaucoup plus moche que ça. Voilà, donc vous avez ça, c'est donc mon deuxième, celui que je garde pour la collection. J'en ai un donc que j'ai gardé également pour les besoins du jeu. À l'intérieur de ce supplément, il y avait également un petit livret avec quelques on va dire notes introductives justement sur l'univers, qui avait été écrit d'ailleurs par François Nedelec, celui qui a fait Empire Galactique. Donc la méthode de tirage, donc il y avait des éléments sur l'univers et une méthode de tirage de tarot qui est plutôt sympathique. Donc même si vous ne l'utilisez pas pour Ambre, ce petit outil est vraiment très sympathique pour, on va dire, simuler un tirage de tarot dans votre partie, dans la partie de votre jeu préféré. Donc voilà le petit livret avec toujours la reprise de la couverture.
Donc ce supplément, donc comme je vous ai dit, les, euh, les livres tournent aux alentours de 100-150 euros si vous arrivez à les trouver en bon état. Celui-ci, ça peut partir très très vite. Moi celui-là, à l'époque j'avais eu la chance, j'avais sauté dessus, je l'ai racheté à 80 euros. C'était déjà il y a quelques années et j'étais bien content de l'avoir trouvé à ce prix-là parce que le trouver à ce prix-là aujourd'hui c'est quasiment du domaine de l'impossible. Voilà, donc ça c'est pour la gamme. Et donc maintenant, je vous ai dit ça, il faut que je vous parle un peu du système de jeu justement parce que je vous dis, ah, un système sans dés. Alors, Ambre, c'est, on va dire, un système qui permet normalement donc de simuler des êtres extrêmement puissants. Et donc ça va se refléter justement dans la manière dont le système de jeu et de résolution va définir les personnages. Ils sont donc décrits par 4 attributs que sont donc la psyché pour toutes les actions, on va dire, d'ordre mental, les conflits mentaux, la volonté, on va dire également les capacités, on va dire, de réflexion et on va dire, de voilà, de tout ce qui va toucher en fait au domaine mental et à l'exercice en fait de l'intellect et de la volonté. La force, qui est donc la force physique, mais qui est aussi votre capacité de combat à main nue. Donc ça va refléter vraiment toutes les prouesses de force et tout ce que vous pourriez faire, on va dire, en termes de combat sans armes. C'est bien précisé. L'endurance, qui va donc être votre capacité à résister à la fatigue, à résister aux coups, aux blessures, à tout ce qui pourrait, on va dire, essayer d'endommager votre corps. Et le combat, qui est à la fois votre capacité à combattre avec une arme, n'importe quelle arme, mais aussi votre capacité, on va dire, en termes de stratégie, de tactique. Voilà. Alors, à savoir que, évidemment, chaque attribut dans le jeu a on va dire, son modèle, qui est celui qui a l'attribut le plus élevé. Donc pour la psyché, c'est Fiona, hein, donc la plus grande magicienne. Donc si vous voulez être magicien, pratiquer la magie ou utiliser vos pouvoirs, c'est la psyché qui va devoir être élevée. La force, donc là c'est Gérard, tonton GG comme diraient certains. Voilà, un personnage que j'adore jouer et que j'adore incarner en tant que PNJ, c'est génial. Qui lui donc est l'homme le plus fort du monde, hein, ils le disent comme ça. L'endurance, c'est Corwin justement, qui est le plus endurant, puisque quand en plus on a une endurance très élevée en tant qu'Ambrien, on régénère, on peut régénérer les membres en particulier. Bon, ça prend du temps, mais c'est possible. Et donc Corwin, lui par exemple, dans les romans, il régénère ses yeux, hein, on lui a crevé les yeux et il peut régénérer ses yeux en 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Et le combat, c'est évidemment Bénédicte qui est le plus puissant, on va dire, dans ce domaine. Voilà. Donc, vous allez au départ, alors il y a plusieurs méthodes. Les attributs, s'achètent lors de ce qu'on appelle des enchères. Alors, je voudrais faire un point parce que tout le monde dit, oh là là, on joue à Ambre, on va faire des enchères. C'est pas une obligation, puisqu'il y a plusieurs modes de jeu à Ambre. Il y a un mode de jeu qu'on appelle donc on va dire la guerre des trônes, qui est très sympa, on va dire, pour faire une séance one-shot de Ambre, pour s'amuser entre amis, on va dire, on peut réunir une dizaine de joueurs, et là on fait des enchères. Les enchères, en fait, elles servent à, justement, lors de ce mode de jeu qui consiste uniquement à dire, voilà, on est des personnages, on va intriguer entre nous pour essayer de gagner le trône d'Ambre, c'est le principe, voilà, donc tous les coups sont permis, hein, j'allais dire avec on va dire une métaphore moderne, mais c'est vraiment Game of Thrones version divine. Et donc là, on va utiliser tous les coups bas, toutes les intrigues les plus, voilà, tous nos pouvoirs, les pouvoirs que l'on pourrait avoir pour justement essayer de gagner le trône. Et j'en ai jamais trop fait de guerre du trône, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient bien amusées. Donc voilà, quand on fait une guerre du trône, vous avez donc 100 points pour faire votre personnage, et vous devez en fait miser des points pour essayer d'avoir le meilleur rang dans la tribu. Les points que les perdants entre guillemets ont misés ne sont pas perdus, hein, ça va être leur valeur d'attribut, et on va vous attribuer un rang de 1 jusqu'au nombre de joueurs qu'il y a. S'il y a 5 joueurs, il y aura 5 rangs dans chaque attribut. Donc on met aux enchères les rangs, et après on achète ses pouvoirs avec des points toujours. Donc voilà, par exemple le pouvoir de la marelle coûte 50 points, les autres pouvoirs qui sont disponibles, donc en dehors de la marelle, donc qui vous permet de voyager en nombre, de manipuler le hasard, de faire 2-3 petites choses aussi, de se défendre,
également de défendre son esprit. Le pouvoir évidemment antithétique, c'est le Logrus, le pouvoir du chaos, qui permet de faire avec des méthodes différentes à peu près la même chose, sauf que là, le Logrus, c'est en fait, on crée des vrilles, des vrilles d'ombre, des vrilles du Logrus pour atteindre les objets que l'on souhaite, on va dire, que l'on désire, ou nous hisser vers cet objet. Et c'est comme ça que les gens, justement, enfin les chaosiens, eux, peuvent et ont la possibilité de voyager également en ombre. Il y a l'art des atouts, le troisième grand pouvoir, qui lui, on va dire, voilà, c'est cartes, on va dire, dans laquelle on insuffle donc le pouvoir des atouts, l'énergie des atouts, une énergie magique extrêmement puissante, qui permet de contacter les gens en juste se concentrant en fait sur une carte qui représente la personne avec qui vous désirez parler. Donc vous pouvez échanger avec lui, comme si vous faisiez une conversation téléphonique. Vous pouvez vous hisser vers lui et voyager vers lui en utilisant l'atout, ou vous pouvez même l'attaquer psychiquement en utilisant un atout. C'est un support en fait aussi pour permettre des attaques magiques. Donc c'est aussi, on va dire, ça nécessite également d'avoir une très très haute psyché pour pouvoir être utilisé. Vous avez après donc le pouvoir de métamorphose qui est nécessaire si vous voulez acheter le Logrus. C'est en fait votre nature de chaosien dit que de toute façon vous avez, on va dire, ce pouvoir de métamorphose qui vous permet d'adapter votre corps en fait à l'environnement. Et à très très haut niveau évidemment faire des choses encore plus effarantes. Et donc vous avez la sorcellerie qui vous permet de lancer des sorts. Donc là les sorts par contre, ça demande énormément de préparation. C'est un pouvoir qui permet de faire plein de choses mais qui prend beaucoup de temps, on va dire, à mettre en œuvre. Mais ça peut être quelque chose d'assez puissant. Il y a les mots de pouvoir, donc c'est des petits mots en fait qui déclenchent des petits effets. C'est pareil, c'est pas très cher, ça coûte 10 points. La sorcellerie ça coûte 15 points. Et la conjuration qui vous permet évidemment de conjurer des entités, voilà, ou des objets, etc. Après, vous pouvez acheter également des artefacts et des créatures. Donc ça, vous avez une feuille spécifique qui vous permet justement de créer, je ne vous l'avais pas montré, des artefacts et des créatures. Donc en leur donnant en fait avec des points et en répartissant pour qu'ils aient des attributs, hein, tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'ils sont très endurants, est-ce qu'ils peuvent voyager en ombre, est-ce qu'ils font des dégâts, etc. Vous pouvez tout imaginer. Hein. Et vous avez également la possibilité de vous créer une ombre personnelle. Donc c'est-à-dire là, vous avez votre monde à vous. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait ce jeu vous permet de créer vraiment le monde dont vous avez toujours rêvé. Et avec votre personnage, il y a un dieu. Hein. Il gouverne le destin de cette ombre comme il l'entend. Enfin bon, il faut mettre des points. Plus on va avoir un grand contrôle sur l'ombre, plus de points évidemment il faut mettre dedans. On peut acheter également des alliés. Donc des alliés dans les cours du chaos, des alliés à la cour d'ambre, des amis, etc. Il y a également, ça c'était très intéressant pour l'époque, si on voulait avoir grappillé quelques points supplémentaires, on avait la possibilité de faire des TIG, donc c'est-à-dire de tenir un journal, de dessiner des atouts, de tenir un carnet de bord de son personnage ou de faire autre chose. Et donc dans les autres choses, ça pouvait être apporter à chaque partie, on va dire, des bonbons, des gâteaux, etc. Ça pouvait faire partie et permettre de grappiller quelques points pour son personnage. Et avec les points qui nous restent, ou les points qui nous restent pas si on en a trop dépensé, on a du bon karma, du mauvais karma et du karma nul si on a vraiment été tout juste pour dépenser nos points. Voilà. Donc ça c'est pour, on va dire, le système. C'est très très simple à créer en fait les personnages. Les attributs ça se crée, donc on utilise cette méthode, enfin moi en tout cas dans mon expérience personnelle j'utilise les enchères uniquement quand je fais une guerre du trône. Donc comme j'ai jamais fait de guerre du trône, j'ai jamais utilisé la méthode on va dire des enchères. Par contre on peut, on va dire, faire à attributs dit secret ou caché. Donc là, les gens, en fait, font une création classique, ils dépensent, on va dire, leurs points dans les attributs comme ils l'entendent. Sauf que là, évidemment, on est en mode vraiment conspiration, on est en mode, on va dire, secret, etc. C'est-à-dire que ils ne savent pas quelle est la puissance des personnages qu'il y a à la table. Et ça fait un petit peu partie du jeu aussi. Quand on est donc ce qu'on appelle attribut caché, eh ben justement, on ne sait pas à qui on a affaire, donc on ne sait pas qui est le plus puissant. Dans la guerre du trône, on sait qui est le meilleur, on sait qui est le deuxième, le troisième. Là, on ne sait pas. Et je trouvais ça plutôt intéressant, moi, de jouer donc dans ce mode-là, pour en tout cas ce qui est des attributs. Parce que les pouvoirs, évidemment, les gens ne savent pas, ne disent pas, évidemment, ce qu'ils ont comme pouvoir.
Alors ça amène évidemment à des situations de PVP assez méchantes. Dans ma campagne actuelle, voilà, j'ai 3 joueurs. Eh ben, le PVP, ça y va à tire les rigots. Et c'est plutôt sympa. Et donc, bah, voilà, on arrive à des situations de jeu vraiment très intéressantes. Donc ça, c'est pour la définition du personnage, les attributs, les pouvoirs et quelques avantages. Donc grâce à des objets, des ombres, des alliés, etc. Et du karma. Le principe de résolution, il est simple. On regarde votre attribut pour l'action tentée. Donc par exemple en combat, on va regarder les valeurs de combat de chaque individu. Donc en dehors des valeurs chiffrées, il y a 3 autres rangs qui existent. Il y a le rang ambrien par défaut. Donc vous êtes par défaut de rang ambrien. Donc vous êtes déjà largement plus puissant que la plupart des gens dans tout l'univers. Il y a le rang chaosien qui est juste en dessous. Donc c'est-à-dire que le rang ambrien bat le rang chaosien. Et en dessous du rang chaosien, il y a le rang humain. Alors je vous conseille vraiment pas d'avoir un rang humain, même si ça vous permet de récupérer et de grappiller des points. Vous serez vraiment tellement affaibli, tellement, on va dire, vulnérable. C'est franchement pas... voilà. Mais bon, si on veut récupérer des points, on peut à la limite voilà, descendre au rang chaosien certains attributs, mais moi je le conseille vraiment pas, quoi. Parce que sinon vous allez vraiment le regretter. Même si c'est possible de le racheter après, évidemment. Avec des points d'expérience. Donc, on prend les attributs qui correspondent à l'action tentée. Donc, par exemple, on imagine un duel. Un duel, d'ailleurs, qu'on va décrire. Un duel, il y a des règles qui disent, voilà, on va décider quelle est notre posture. Posture offensive, défensive, mixte. Voilà, on va essayer quand même, justement, comme il n'y a pas de jet de dés, de mettre l'accent justement sur la description du duel, sur la manière dont on va résoudre le duel en disant de manière plus précise, en décrivant ses actions, avec beaucoup de roleplay. Et en fait, purement et simplement, bah, celui qui a le plus haut rang, il gagne. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Même s'il bat de 1, il gagne. Il va mettre un peu plus de temps, on va dire, voilà, surtout en fonction de la posture que l'autre va prendre. Si on est en posture très défensive, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. S'ils sont à égalité, on va les départager à l'endurance. Après, il y a possibilité, évidemment, de faire quelques petits tricks, genre, par exemple, on commence en combat et on termine en pugilat. Donc là, bah, si quelqu'un voit qu'il a le désavantage en termes de combat à l'arme, il peut dire, bah, moi je repasse sur la force, et donc en fait, je vais peut-être prendre une blessure, parce que je vais découvrir ma garde, je vais me rendre vulnérable, mais après, le mec, je le savate, on va dire, à main nue, quoi. On peut faire ce genre de choses. Pour les duels psychiques, c'est pareil. Celui qui a la plus haute psyché qui gagne et qui fait littéralement couler le cerveau par les oreilles ou qui en arrive à manipuler l'esprit, à aller fouiller dans la mémoire de l'autre. Voilà. Ça, c'est le duel psychique classique. Et on va dire, il n'y a pas vraiment de duel d'endurance. L'endurance, ça sert juste pour savoir si votre personnage peut faire certaines actions. Genre, par exemple, passer la marelle, c'est une action extrêmement éprouvante. Donc il faut minimum avoir un rang ambrien, sinon on risque d'y rester, d'être blessé. C'est quand même super dangereux. Ça donne également votre temps de guérison, voilà, la récupération de la fatigue, évidemment. Voilà, ça c'est pour le système, on va dire, tel qu'il est. Et c'est suffisant, il n'y a rien de plus. Et croyez-moi, en tant que MJ, c'est tellement libérateur. Mais alors tellement libérateur. Je ne peux pas même dire autrement, c'est... Voilà, ça nous permet de nous concentrer sur l'histoire en tant que MJ et de résoudre en fait les situations de jeu sans se compliquer la vie, sans dire voilà on va revoir tel point de règle. Bon alors après pour certains pouvoirs, les pouvoirs ils sont décrits mais c'est un guide. C'est pas voilà. On voit que c'est un jeu et c'est un jeu en fait qu'ils ont créé dans les années 80. Ils avaient envie de jouer dans l'univers d'Ambre et ils ont créé un système de jeu petit à petit. Au départ je pense qu'ils n'avaient même pas de système de jeu. Ça ce qui nous est présenté là dans ce jeu c'est vraiment, on va dire, le fruit, on va dire, de plusieurs années de jeu où ils ont inventé des outils au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Ils en ont même peut-être rajouté pour justement sortir le jeu. Mais ils n'ont pas joué réellement comme ça. Et donc, on peut fonctionner de cette manière sans justement utiliser aucun hasard et vraiment en se concentrant sur la narration. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, parce que jouer dans un tel univers où il y a tellement de possibilités, moi j'y joue donc depuis voilà, le début des années 2000 jusqu'à encore aujourd'hui. Bon, j'ai eu de grosses périodes de trous où j'y ai pas joué, parce que c'est très dur de trouver des joueurs pour jouer à Ambre.
Parce qu'il faut vraiment, on va dire, avoir envie et surtout faire confiance à son MJ, dans la mesure où il conseille même, à certains moments, de jouer sans MJ, hein, c'était déjà prévu. Ils ont joué eux-mêmes sans MJ, quoi. Ils n'en avaient pas besoin quand ils ont fait les tests dans les années 80. Ils en sont arrivés et ils le proposent comme option justement dans le livre, c'est de se passer complètement de MJ et de narrer en fait à tour de rôle ou en commun, voilà, de faire du RP avec les personnages dans l'univers d'Ambre en n'ayant pour seule limite que justement, on va dire, le système de jeu. Et c'est beau, c'est une belle idée. Juste, est-ce que, on va dire, c'est facile à mettre en œuvre? Je ne pense pas. Parce que là, évidemment, c'est tout le problème, on va dire, des jeux, on va dire, où il n'y a pas de MJ, c'est que voilà, il faut être honnête, il faut accepter, on va dire, de se créer une adversité, de se créer des embûches, de se créer, on va dire, des problèmes. euh, et on va dire de faire un peu souffrir son personnage, d'être honnête donc dans la manière de jouer son personnage et de se dire que bah, là dans telle situation il réagirait comme ça mais il serait confronté à quelque chose qui le dépasserait. C'est pas évident. Moi j'aimerais bien arriver là, c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs dans la suite de ma campagne quand on aura terminé la première partie, c'est justement de jouer sans MJ, mais je sais pas si je vais réussir à le mettre en place parce que bah, voilà, j'ai quand même ce statut à la table d'être le MJ, donc d'être celui qui propose les adversités, d'être celui qui propose, on va dire, les intrigues, les mystères à résoudre, etc. Et donc je sais pas si l'expérience, on va dire, va être concluante. Je vous en reparlerai si jamais j'ai l'occasion de voir si j'ai pu mettre ça en place. Parce que moi aussi j'aimerais bien jouer, j'aimerais bien être joueur, et je trouve que Ambre permettrait en fait, en effet de jouer dans cette modalité de jeu. Mais bon, c'est pas celle en fait qu'on a le plus souvent, on va dire, entendu mettre en œuvre. Faut être clair. Voilà, donc ça c'est pour Ambre, son système de résolution, son univers, j'y suis déjà venu. Ambre, bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on veut jouer à Ambre aujourd'hui? Alors, j'ai plusieurs solutions à vous proposer. Il y a tout d'abord donc une version d'Ambre qui a été faite par Olivier Legrand il y a quelques années, qui reprend globalement ce système-là, qu'il l'a amélioré. Il l'a décrit, on va dire, en beaucoup moins de pages. Il est d'accès gratuit, donc vous pouvez, on va dire, le trouver très facilement sur Internet, donc Ambre d'Olivier Legrand. Voilà. Et ça vous permettra, si vous adorez l'univers, en ayant lu les romans, de pouvoir jouer à l'intérieur, de pouvoir jouer dans l'univers d'Ambre de manière satisfaisante, avec un système qui a été revu et corrigé. Moi, je trouve que l'ancien, on s'en sort très largement, mais cette nouvelle version est tout à fait intéressante et louable. Il y a, on va dire, toujours un problème de droit ou de gros sous derrière tout ça. Comme Eric Justic est mort il n'y a pas longtemps, en fait, non plus, après Roger Zelazny, Ambre est resté très très longtemps dans un flou, on va dire, juridique complet au niveau de la possession des droits, que ce soit du système de jeu et de l'univers, ce qui fait que bah, Ambre n'a jamais pu ressortir d'une manière ou d'une autre. Et c'est donc pour ça que donc une petite boîte a sorti ceci, Lords of Gossamer and Shadow, donc les seigneurs des filandres et des ombres. Et ben, c'est le système, donc voilà, d'ailleurs il est bel et bien, ils ont rendu à César ce qui était à César, il y a bien le système voilà, qui est estampillé Eric Vustic justement. Et donc cette petite boîte d'édition propose, donc vous pouvez l'avoir en print on demand sur Drive-Thru, vous pouvez même le trouver sur internet, hein, il y a des copies imprimées qui circulent. Moi je l'ai eu, je l'ai commandé justement sur eBay. Avec des illustrations qui sont plutôt pas mal, qui reprend donc le système d'Ambre, mais sans l'univers d'Ambre. Voilà. Donc vous pouvez reprendre le système pour le réadapter à Ambre si vous avez vraiment besoin d'un guide pour le système. C'est assez facile, on va dire, de le réadapter, on va dire, à l'univers d'Ambre. Mais ils ont fait un univers alternatif qui ressemble énormément à Ambre, évidemment, et qui est plutôt sympathique. Donc ça, c'est le livre de base. Et il y a une pléthore de suppléments d'univers en PDF qui existent également. Voilà, qui sont trouvables également sur Drive-Thru. Moi, je ne l'ai pas testé, je l'ai lu avec grand plaisir. Le système est bien revu. C'est vraiment, voilà, ils ont repris le système et il n'y avait pas besoin, on va dire, de l'améliorer. Donc, ils ont créé des pouvoirs spécifiques à leur univers, à leur logique de jeu.
même si ça reste très très proche d'Ambre, il faut quand même le reconnaître. Il y a quelques petites variations, voilà, il y a des grands ennemis, c'est plus les chaosiens, voilà, mais il y a voilà, des magnifiques illustrations en plus, je trouve. Bon, certaines sont un peu plus discutables, il y a vraiment des illustrations qui sont plutôt pas mal. Franchement, si vous avez la possibilité et que vous aimez, que vous voulez tester avec un système sans dés, voilà, Lords of Gossamer and Shadow, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour les alternatives que je vous propose si vous n'avez pas 300 euros à mettre pour trouver les bouquins d'Ambre, car oui, il n'y a que 2 suppléments, hein, mais bon, ça vous coûtera cher. Bon, par contre, si vous les achetez, vous pourrez jouer pendant des années, et 300 euros, techniquement, ça vous coûtera quand même moins cher que de faire l'ensemble de la gamme Donjons et Dragons ou Pathfinder. Je dis ça, je dis rien, voilà. Et ça vous permettra en plus d'avoir chez vous un magnifique objet de collection qui, voilà, au-delà de son intérieur qui est pas terrible, voilà, les couvertures sont quand même magnifiques. Je voulais également citer un supplément qui est très inspirant, voilà, l'artbook de Florence Magnin, qui a fait l'objet d'une souscription l'année dernière, que j'ai reçu également avec plaisir il n'y a pas très très longtemps, avec donc toutes les illustrations de Florence Magnin pour Rêve de Dragon, pour tous les romans, tous les projets culturels, artistiques auxquels elle a pu participer. Et évidemment, dedans, il y a les illustrations de l'univers d'Ambre. Et donc ça, voilà, c'est vraiment très intéressant. Le livre est vraiment magnifique, hein. Il y a des illustrations inédites que moi j'avais jamais vues en plus, parce que pourtant je cours après les illustrations de Florence Magnin depuis des années. Et franchement, voilà, c'est génial. Euh, voilà, donc les illustrations également de Rêve de Dragon, bon, j'y reviendrai, hein. Voilà, ça c'est par exemple le coffret de la 2e édition. Donc voilà, tout le travail de Florence Magnin en un seul tome. Et voilà, donc son travail justement sur les éditions, fameuses éditions d'Ambre de Noël. Donc moi je les avais rachetées en folio SF, mais il faudra un jour que je les rachète dans cette version-là. Parce que c'était vraiment très très beau. C'est un travail franchement, voilà. Donc par exemple, voilà, je vous montre son illustration de la marelle que je trouve prodigieuse. La couverture justement d'Ambre. Et oui, elle est là. Donc ça, je pense, un indispensable. C'est 42 euros qui sont pas volés et que je vous conseille de l'acquérir si vous aimez le travail de Florence Magnin et si vous voulez avoir des illustrations pour Ambre. Il y avait eu d'ailleurs avec la souscription, pardon, je bafouille, des bonus et quelque chose quand même plutôt heureux donc en dehors des ex-libris, des signets et autres tirés à part, il y avait également ceci. Et bien maintenant, ce magnifique paravent, il me sert d'écran pour Ambre, parce qu'il n'y a jamais eu d'écran pour Ambre. De toute façon, techniquement, vous n'en avez pas besoin. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas un écran, hein, c'est juste un paravent avec des illustrations. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont répondu à une demande, on va dire, inconsciente de la part de leur lectorat, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, moi ça m'a permis d'avoir un paravent pour Ambre. Et franchement, c'était une très bonne idée. Alors, une petite chose, je vais aller le chercher parce que je viens de m'apercevoir que je l'ai oublié également. En dehors de ce livre d'illustration de Florence Magnin, il y avait également autre chose qui était paru. Excusez-moi un instant. Oh mince. Ah. Eh ben, malheureusement, il est dans la bibliothèque du bas. Donc oui, il y avait un livre qui était paru justement, qui s'appelait donc L'univers d'Ambre de Florence Magnin, avec donc des extraits des livres, des livres du cycle de Merlin et de Corwin, illustrés évidemment par Florence Magnin. Bah, je pourrais pas vous le montrer parce que là il est pas là. J'ai dû donc le mettre en effet à un autre endroit de la bibliothèque. Parce qu'il y a plusieurs bibliothèques ici, il y en a 3 en fait. Et donc voilà, donc en plus j'ai même pas pu vous montrer parce qu'il est signé par Florence Magnin. J'avais eu la chance de la voir il y a quelques années à Troll et Légendes. C'était vraiment une rencontre formidable, c'est une personne vraiment d'une gentillesse, voilà, c'était une belle rencontre que j'ai pu faire.
Et donc l'univers d'Ambre, si vous avez la possibilité également de le choper, c'est très très intéressant parce qu'il y a évidemment toutes les illustrations de Forest Mania, il y en a moins, mais elles sont toutes évidemment de l'univers d'Ambre, avec à chaque fois une citation, un passage, un paragraphe du livre en regard avec l'illustration. C'est vraiment super intéressant en situation de jeu. Voilà, bah, je crois avoir fait le tour. Ça va faire déjà quand même une belle vidéo à peu près de 50 minutes. Je pensais que j'en ferais un petit peu plus d'ailleurs. Mais voilà, je pense vous avoir décrit ce qu'il en était de la gamme Ambre et essayer de vous avoir fait partager tout mon amour, on va dire, pour ce jeu, qui restera pour moi voilà, mon jeu de rôle préféré, voilà, toute catégorie. Ça reste, on va dire, voilà, il est classé quand même dans les multi-univers, hein, si je puis dire. Au niveau de la thématique, ça fait encore un jeu multi-univers, vous me direz, alors que je vous ai déjà parlé de Torg, que j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup les jeux multi-univers. Il y en a d'autres probablement dont je vous parlerai, que j'aime énormément aussi, comme Rift. Oui, j'aime Rift, si, si, c'est mon péché mignon. Voilà, c'est un peu ma honte personnelle, mais je vous ferai aimer Rift, rassurez-vous. Voilà, je vous ferai aimer justement le genre multi-univers. Mais voilà, Ambre reste malgré tout, voilà, là-haut, dans les cieux, au niveau, on va dire, de tout ce que je peux lui porter comme attention et comme passion. Voilà. Bon, bah, j'espère que, en tout cas, ce petit tour d'horizon vous a plu. J'espère non plus que voilà, vous vendrez pas un rein pour essayer de jouer à Ambre. Comme je vous dis, il y a des possibilités voilà, d'y jouer gratuitement dans cet univers. Mais si vous voulez vous faire plaisir, franchement, et que vous avez un peu de sous on va dire, à dépenser pour vous acheter un bel objet de collection, achetez-vous voilà, les bouquins d'Ambre en français, même si vous ne les trouvez pas forcément, on va dire, à un prix intéressant. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Bon, certes, ça va alimenter le marché, on va dire, et les gens qui croient vraiment que qu'on peut vendre, qu'on a le droit de vendre, on va dire, des objets comme ça à ce prix-là. Mais bon, l'avoir, ça peut quand même, on va dire, avoir son intérêt parce que ça reste un objet mythique de notre passion. Et moi, je suis très très content d'avoir pu les acheter à l'époque et de les avoir conservés jusqu'à maintenant. Voilà, et ben c'était Magna Magister donc pour le On des poussières de la semaine. Et ben à bientôt. Salut!